Bon, écoutez, merci beaucoup. Je ne vais même pas faire semblant de dire 3 mots, parce que cela, je sais encore les dire. Mais après, je sais que les copines se foutraient de moi. Alors je le dis de suite, l'écriture inclusive, j'y peux rien, ça me gave. Par contre, je ne suis pas plus machiste qu'une autre, donc j'ai préféré, pour aller plus vite, tout mettre au féminin. Voilà. S'il y en a parmi vous qui sont aussi irrémédiablement traditionnels que moi, ça fera un côté vieille France, donc voilà. Donc ne vous surprenez pas, ne soyez pas surpris. Et donc surtout au niveau linguistique, j'ai quand même une tare beaucoup plus grande, c'est que mes amis m'inhibent. Et j'ai l'impression que quand je suis avec elles ou avec eux, je suis parlé en occitan, ce qui me fait un bien énorme, ce qui doit sans doute me travailler et me faire travailler de façon très archaïque. Mais justement, j'ai encore jamais réussi à m'escamper, comme vous dites. Et bon, voilà, je mériterais d'être critiqué au Conseil. Voilà. Alors en disant je mériterais d'être critiqué au Conseil, je dirais, c'est l'autre langue des calandrettes, celle de la pédagogie institutionnelle ou des pédagogies coopératives, freinées, que je parle. Et c'est vrai qu'en gros, c'est plutôt avec celle-là qu'on arrive que j'interviens, mais pas que, parce que justement tout se mélange, comme tu dis, ce mouvement, ça se mélange comme des flux, et non pas comme quelque chose qui se mélangerait au mauvais sens du terme. Et c'est un peu de ça que j'aimerais parler ce soir. C'est un témoignage, ça prétend nullement à dire quoi que ce soit d'une réalité historique que vous connaissez mieux que moi, si ce n'est ni une réalité historique, ni une vérité de quoi que ce soit. Voilà, c'est un témoignage. Voilà, donc si je dis des cagades, c'est pas grave, puisque justement le groupe de copains, de copines sont là pour ne pas m'en laisser passer. Alors, en fait, il y a quand même une dimension historique, c'est vrai, il y a quand même un point, c'est le fait que moi je viens de Béziers, qui est un des endroits où il y a eu premier groupe de calandrettes qui s'est mis en place. Des fois, c'était pas plus grand qu'une voiture, voilà, qui allait de droite à gauche dans les vignes, et puis il y a eu Pau. Et donc, il y a une dimension d'hommage, évidemment, à dire ça ici et aujourd'hui, mais pas que. Voilà. Il ne faut pas surinterpréter les signes, mais déjà, Calandrette, c'est pas né dans un seul endroit, avec une seule chose, une seule dimension. C'est déjà on s'engueule pour savoir, mais c'est où que c'est. Voilà. On ne s'engueule pas pour savoir qui était en premier, parce que ce n'est pas votre style, mais justement, c'est pluriel. Voilà. Et la question, je dirais déjà, on peut commencer à la prendre de ce côté-là. Alors la question, c'est quoi? C'est, je dirais, comment transmettre une langue et une culture tout en les vivant, au lieu d'en faire des objets d'apprentissage. Ça, c'est la manie didactique, hein, ou encore, peut-être pire encore, un objet de sauvegarde patrimoniale. Voilà. Ça peut être très intéressant et très légitime par ailleurs, mais quand on est dans une classe, l'idéal, c'est pas forcément le musée ou la prison. Voilà, ça peut être un lieu dans lequel on se sert d'outils, parmi lesquels il y a une langue qui peut nous servir. Une langue, une culture, une façon d'être, je sais pas, ce qu'on veut. Et c'est cet enjeu de la vie qui est au cœur des 4 décennies qui ont vu l'existence, la croissance et le fait de tenir bon de l'aventure calandrette, l'aventure associative. Alors comment, je dirais, défiger la langue, comment défiger l'école et nos conditions quotidiennes de travail et de vie, et comment est-ce que l'occitan peut devenir la langue inséparable, pour les gens qui le vivent, d'un tel changement dans nos existences. Voilà. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser uniquement si on prend au sérieux cette expérience peu répandue que sont les calandrettes, mais qui existent. Voilà. Si on a existé à travers calandrette, on peut se poser cette question. Ce n'est pas une question rhétorique ou une question, on va dire, de défense d'un lobby parmi d'autres. Alors, je parlais tout à l'heure du fait que c'était né à plusieurs endroits.
Je dirais que pour moi, ce que ça porte, c'est un certain sens du précaire. Voilà. Pour moi, Calandrette, c'est lié au sens du précaire. Ça n'est pas une énième innovation éducative, ça n'est pas non plus une suite de didactisme supposé motivant, ça n'est pas non plus un militantisme régionaliste pour une langue dite dépassée, qu'on aimerait sauver. Voilà, c'est pas ça. Calandrette, c'est une partie de ça, ça n'empêche pas, mais c'est autre chose. Calandrette, c'est d'abord né comme des petits ruisseaux qui n'avaient pour eux que la force de ce qui jaillit, fragile mais en vie. Et surtout, des petits ruisseaux dans la source n'a pas cherché à faire du grand fleuve, à se généraliser, mais seulement à voir comment on pouvait laisser couler l'eau là où le sol, les racines, les herbes la laissent s'épandre, mais surtout la retiennent. Voilà. Et mine de rien, c'est une source qui, grâce à ça, n'a jamais tari après plus de 40 ans. Alors, je disais, oui, c'est pas fait pour devenir un grand fleuve, ça peut très bien, mais c'est pas, personnellement, c'est pas ma question. Je dirais que une qualité, sa rareté, ne se mesure pas forcément à la quantité du nombre de classes qui vont se multiplier, même s'il y en a quand même un certain nombre, je préfère le rappeler. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que la pédagogie de Calandrette, c'est une pédagogie qui accueille la singularité et l'hétérogénéité des êtres, que ce soit les enfants ou les adultes ou les adolescents. J'aurais souvent tendance à parler des enfants, mais les adolescents font partie de cette aussi de la population, du peuple des Calandrettes. Peuple, c'est pas un terme culturel, c'est un terme politique. Rien n'est moins massif non plus que cet idéal des Calandrettes qui est travaillé autour d'une langue que tout le monde, même les statistiques, croient déjà morte. Voilà, donc ça règle le problème. Voilà, vous n'allez pas avoir les chevilles qui enflent. C'est pas plus mal, au moins ça conserve la paix des praticiennes et des praticiens, et par praticienne, j'entends autant les enfants et les adolescents que les adultes. Voilà, les praticiens, c'est pas les enseignants. Les praticiennes, ce sont les personnes qui font vivre la classe, ou l'école, ou le collège, ou le lycée, ou le centre de formation, voilà, les administratrices, etc. Autrement dit, pour enseigner heureux, il vaut mieux enseigner caché. Alors, enseigner caché, d'accord, mais ça ne veut pas forcément dire renfermer. Et je dirais que l'eau des sources, si je file un peu la métaphore, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient toujours d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, ça veut dire qu'elle peut venir du dessous, dans la géologie d'un pays. Et c'est pas étonnant que vous soyez né dans une génération qui avait l'impression d'avoir été, justement, d'avoir eu le robinet coupé dans la transmission, quelque chose comme ça. Il y a eu quand même un vécu de soif qui a quand même mené à vouloir retrouver certaines sources. Bon. La source, elle coule aussi depuis un arrière-pays. C'est pas l'arrière-pays, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose sur le fond de quoi tout peut se dessiner dans un premier plan. Il n'y a pas de premier plan s'il n'y a pas d'arrière-pays. Voilà. On se concentre souvent sur le premier plan. L'arrière-pays, c'est un espace, c'est une temporalité qui est beaucoup plus longue. Mais aussi, si on continue l'image, l'eau, elle peut venir de très loin par la nuée. Et je dirais que l'eau des Calandrettes, c'est une eau qui recueille la pluie, qui peut venir de tous les horizons. Et je me souviens de ce que tu nous avais raconté, de votre travail sur les cultures, où vous aviez des gens qui parlaient des grands-pères venus d'Espagne pendant la guerre civile, mais aussi ce matin, notre ami Bénézet nous a parlé de l'Argentine. Bon, voilà, de toutes ces choses-là fondamentales. Et je dirais que le but de l'eau, c'est pas uniquement de la garder dans une sorte de bassin fermé, mais c'est après de la relaisser partir s'écouler vers la mer ou vers l'océan. Voilà. Et hop, le cycle repart. Autrement dit, la culture et la langue à Calandrette, ça n'est pas que l'Occitanie, loin de là. Je dirais que c'est en ce qui me concerne. Hein, je rappelle que c'est qu'un témoignage. Je dirais que c'est l'accueil du monde. Voilà.
le quotidien des calandrous, des calandrounes et des adultes qui travaillent avec elles, c'est d'être prêt à ouvrir les portes de la classe. La moindre personne qu'on invite, mais aussi tout simplement le moindre message, le moindre messager, voilà, venant d'ailleurs, peut être accueilli. On garde toujours une place à l'imprévu, à l'étranger, au hasard. Ça s'appelle tout simplement les méthodes naturelles d'apprentissage. C'est Célestin Freinet qui le premier a quand même essayé de structurer quelque chose de solide par rapport à ça. Ça s'appelle aussi sortir de la classe, pour reprendre un des mots que vous travaillez énormément. Et sortir de la classe, c'est pas sortir de la classe parce que pour aller prendre l'air, ça veut dire ouvrir la classe. Voilà. Sortir de la classe, c'est faire aussi entrer le dehors dans la classe. Et ça, c'est quelque chose qui, je dirais, qui est une sorte de langage universel à toute pédagogie coopérative. Autrement dit, je dirais que mes amis occitanes, c'est une chose qu'elles savent faire, c'est accueillir le xénos, l'étranger. Voilà. Ce sont des xénophiles. Alors, le truc, c'est que on pourrait dire, alors, s'ouvrir au monde, oh là 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 là, ça sent l'exotisme, ça sent le ouvrons-nous sur notre société globalisée, contemporaine, patati patata. C'est pas vraiment, voilà. Sinon, ça serait bon, ça serait une world music version pédagogique, quoi. C'est bien, c'est pas, mais bon, c'est des stigmates bien sympathiques, mais qui ne bouleversent pas forcément l'existence d'enfants potentiellement en souffrance dans une école en échec. Voilà. Non, je dirais que s'ouvrir au monde, ça se fait ici. On habite le monde entier nous traverse, mais on habite le monde que de façon locale. Et je dirais que l'accueil de l'ailleurs et de l'étrange, ça commence ici même. Quand le matin, on demande Kedenau, quand le groupe se retrouve avant de commencer d'autres types de travaux, c'est toujours au dehors qu'on s'adresse. Voilà. Le dehors, le monde, ça commence à notre porte. Ça commence dans l'univers de chaque enfant. Ça commence aussi dans sa famille. L'enfant ne dépose pas sa subjectivité au porte-manteau quand il rentre dans la classe. Voilà. Le dehors, c'est pas uniquement aujourd'hui leçon de choses. Enfin, avec tous les mots modernes qu'on voudra leur donner. Et toutes les technologies qui donneront à croire que vraiment, grâce à Internet, le monde entre dans la classe. Oui, mais là, si la subjectivité n'y entre pas, le monde entre dans un vide d'humain. Voilà. Bon, donc le monde, il commence là, mais ce monde qu'on fait entrer, il peut aussi naître à quelques rues d'ici. Il peut aussi naître à quelques villages d'ici. Et puis un peu plus loin, dans une autre école, où ça parle aussi le béarnais. Et puis, petit à petit encore, ça va là où ça vire un peu au toulousain, au languedocien, au provençal. Autrement dit, petit à petit, par capillarité, ça draine. Ça arrive tranquillement. Et je dirais que l'occitan, c'est une langue de langue. Voilà. Graduellement, cette langue poursuit sa construction de passerelle, de palanque, vers les autres langues, alors occitanes, romanes, et je ne peux pas m'empêcher ici de dire que l'occitan tel que je le vois, soit dans les calandrettes, soit à Prennes, pour moi c'est un trésor que je m'étonne toujours de ne pas voir être pillé dans la finesse de son articulation, parce que ce serait une matrice magnifique d'un cursus de romanistique généralisé. Voilà. Depuis la maternelle jusqu'au master. Graduellement, donc, la langue, le phénomène de la langue nous baigne de flux dont on sent qu'ils vont toujours un peu plus loin et ils reviennent toujours de façon plus intime, plus profonde en nous. Autrement dit, vu à hauteur d'enfant, est-ce qu'il existe des dialectes occitans qui reproduisent l'arborescence hiérarchique, ou est-ce qu'au contraire, il y aurait plutôt comme une sorte de tachisme des langues, des couleurs locales qui graduellement, avec la logique des rhizomes, infixables, mais qui n'en est pas moins une logique, des couleurs locales qui rendent possible un passage par où se relie un espace humain, qui soit historique autant que géographique, culturel autant qu'émotionnel, et je dirais que ce passage et cette traduction,
son mouvement donne naissance au sens qu'il y a à pouvoir parler occitan et de pouvoir parler d'autres langues. Autrement dit, c'est une façon d'habiter le monde en être de langage que la calandrette que je connais incite chacune et chacun à oser, dans laquelle on invite chacun et chacune à oser plonger. Pardon. Voilà. Autrement dit, c'est être sensible à la petite musique des langues de façon quotidienne. Ne croyez pas que ce soit des métaphores jolies que j'emploie pour concrètement musique de langue, c'est un programme qui montre que la métaphore et la poésie sont à l'œuvre véritablement. Il y a une invention quotidienne, mais cette invention quotidienne, elle est faite de techniques très très précises, mises au point par les praticiennes et les praticiens de la classe. Alors, cet archipel occitan, cet archipel qui ne se limite pas à l'occitan, mais qui a une couleur occitane qui, tout comme le fait que l'occitan, c'est comme on dit la langue de communication. Bon, on ne parle pas occitan de l'occitan, on parle occitan de ce qui n'est pas occitan. Moyennant quoi, on cabosse l'occitan. Cet archipel occitan, il est riche de quoi? Eh bien, il est riche, je pense, ça remonte, on en avait beaucoup parlé, ça remonte à un des congrès de l'ISLRF, l'Institut supérieur des langues de la République française, fondé par Philippe Hamel, et qui rassemble c'est le seul organisme, je crois, européen qui rassemble 5 bilinguismes ensemble. 6. Avec les Corses, tout à fait, mais à l'époque c'était 5. Donc, qui rassemble les écoles bilingues immersives de langue, alors, alsacienne, basque, catalane, bretonne, occitane et maintenant corse. Voilà. Bien, lors d'un des congrès qu'on avait fait à la Grande Motte, on avait évoqué, entre autres avec Jean-Léo Léonard aussi, le linguiste, le grand linguiste, le fait que la réalité linguistique première, c'est pas une langue. Voilà. Le monolinguisme, bon, il faut être hémiplégique comme un Français pour croire que c'est la norme. Aucun autre pays européen ne vit cela, même des pays où il y a quand même une langue et d'autres langues. Voilà. Il n'y a qu'en France qu'on est fier d'être hémiplégique. Mais surtout, il n'y a qu'en France qu'on croit que 2 hémiplégies côte à côte, ça forme un organisme. C'est-à-dire que le bilinguisme, ce serait, il y a une langue, il y en a une autre, et on va faire les passerelles, et c'est ça le bilinguisme. C'est une version Frankenstein de la linguistique. La première réalité linguistique, c'est que nous sommes tous, je dirais, translinguistiques. Voilà. On est traversé par des langues. Il y en a plusieurs. Les collègues qui travaillent sur ce qu'on appelle les sociobiographies langagières tentent toutes de mettre cela en valeur. Et c'est quelque chose qui est fondamental. C'est dans l'interlinguistique, c'est dans l'entre-deux qu'on peut essayer, non pas de dire je vais défiger telle identité avec telle autre, non, mais que la possibilité qu'il y ait de l'identité, qu'elle soit javanaise, occitane, francilienne, etc., va pouvoir se faire. Alors, j'ai parlé d'archipel. Un archipel, précisément, ça n'existe pas selon l'arbre logique d'une raison dominatrice qui ferait, je dirais, de la langue uniquement une conception intégratrice de façon figée, comme une sorte de poupée russe ou une sorte justement d'arbre logique. J'ai employé plutôt l'image du rhizome. Le rhizome, bon, c'est la patate. Hein, voilà. Et c'est la logique de croissance des racines. Et c'est Gilles Deleuze qui disait que le rhizome, ça pousse pas, c'est comme l'herbe, ça pousse par le milieu. Voilà. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas petit a, petit b, petit c. Il n'y en a pas moins une logique, j'insiste. Voilà. C'est pas du n'importe quoi. Eh bien, si on essaie d'imaginer une matrice à archipel, voilà, un lieu où on s'entraîne, je n'ai pas dit où on apprend, mais où on s'entraîne à enrichir chaque fois notre archipel initial, c'est-à-dire le fait qu'on est ensemble, on ne l'a pas forcément choisi, mais on est là. Ça forme parfois un sac de nœuds, mais ça forme une matrice à nœuds, à dénouer, à renouer, à mailler. La maille, c'est pas le nœud, la maille, c'est beaucoup plus subtil. Parce qu'un nœud, c'est fait pour tenir, clac.
Voilà. Le tissage, c'est, il y a une abscisse, une ordonnée, et puis bon, ça fait des jolis dessins, mais il y a quand même une abscisse, une ordonnée. La maille, c'est l'amaillage dont vous parlez, c'est quand même autre chose. Parce qu'une seule maille, ça n'existe pas. Imaginer une maille, c'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait plusieurs mailles pour qu'il y ait une maille qui tienne. Bon. Eh bien, voilà. Imaginons cet archipel initial. Voilà, celui de notre groupe. Bon. Lui-même, il va être formé de nos propres archipels personnels, familiaux. C'est le quoi de neuf, c'est le texte libre, c'est les correspondants, etc. Et petit à petit, l'archipel d'archipel va s'enrichir, se compliquer, se défaire, se refaire. Autrement dit, il y a de quoi vivre en archipel dès maintenant, dès ici, dans la classe. Et quand on vit comme ça, quand on est un enfant, un adolescent, c'est d'autant plus possible d'envisager notre existence future comme une fidélité envers un tel archipel. Voilà. Eh bien, pour le dire autrement, cet archipel, ça ressemble un peu à l'atomium de Bruxelles. Ça, c'est une image qui vient non pas de la dimension linguistique, mais de la dimension pédagogique. C'est Fernand Houry et Aïda Vasquez qui comparaient la classe à la complexité de l'archipel de Bruxelles, enfin de l'atomium de Bruxelles, pardon. Eh bien, je dirais qu'une classe coopérative occitane, ça ressemble à ça. En tout cas, pour moi, dans l'idéal que je projette sur, non pas toutes les classes occitanes. Je ne suis pas en train de faire un tract occitan, les calandrettes vaccinent contre la connerie, c'est pas vrai. Mais rien n'est plus difficile, rien n'est plus rare qu'une classe coopérative occitane. C'est jamais acquis ce truc-là. Il faut en permanence revenir dessus. Mais ce que j'ai vu, c'est que ça existe. Voilà. Il faut en payer le prix, mais ça existe. Voilà. Alors, par rapport à cette histoire d'archipel, j'ai employé le mot de rhizome. Il y a peut-être des gens parmi nous qui ont été imprégnés, comme en tout cas au moins Patrice et d'autres personnes parmi nous, par un philosophe qui s'appelle, et un poète surtout, qui s'appelle Édouard Glissant. Édouard Glissant a parlé justement de cette dimension d'archipel, de cette dimension de rhizome, pour parler de nos identités linguistiques, culturelles. Et c'est quelqu'un qui justement met en valeur la créolisation de nos existences. Bon. Il se trouve que Glissant a piqué ce concept de rhizome à Gilles Deleuze et Félix Guattari dans un bouquin qui s'appelle Mille plateaux. Alors, désolé si ça fait j'étale les lectures, mais je les étale parce que il se trouve que Guattari, c'est un psychanalyste qui a été l'un des principaux acteurs de la clinique de psychothérapie institutionnelle de la Borde. Et il a été présenté à Jean Houry, le psychiatre fondateur de la Borde, par un enseignant qu'il a rencontré, qui s'appelle Fernand Houry. Et si la classe calandrette ressemble autant à un rhizome, c'est peut-être tout simplement parce que le concept de rhizome, ce à quoi ça a parlé chez Guattari, c'est à la psychothérapie et à la pédagogie institutionnelle. Autrement dit, on n'essaye pas de se parer des plumes du pas quand on dit qu'une logique de l'ouvert, une logique de greffer du hasard, de greffer de l'ouvert, d'accueillir le hasard, de programmer du hasard, etc. Tout cela, c'est quelque chose qui est, je dirais, presque natif dans la pédagogie, dont se revendique Calandrette. Et moi, ce qui me semble aussi très, très touchant, c'est que ce qui n'était absolument pas programmé, c'était que, qu'est-ce qui fait la spécificité de Calandrette? C'est la rencontre de deux pédagogies. Au départ, c'est une pédagogie linguistique. Voilà. Le bilinguisme immersif, c'est un outil dont vous vous emparez pour dire on va essayer d'en faire quelque chose avec l'occitan. Bon. Il y a un militantisme linguistique, culturel, politique, et vous comprenez bien que quand je dis militantisme, pour moi, c'est pas une insulte. Voilà. Par contre, comment on en fait une pédagogie? Vous avez l'outil du bilinguisme immersif. On peut dire aujourd'hui que Calandrette est un multilinguisme immersif. Bon, je pense qu'on peut l'affirmer. Suite à 40 ans et quelques écrits, hein, et qui viennent du mouvement Calandrette lui-même. Hein, pas de supposés sachants qui viendraient vous apprendre ce que vous savez déjà. Eh bien, là, vous avez rencontré une autre pédagogie,
parce qu'à l'époque, Jaumet ou d'autres connaissaient le mouvement Freinet, voilà. Et vous rencontrez des gens de pédagogie institutionnelle. Eh bien, en fait, le hasard a voulu que ces deux pédagogies aient, au fond, je dirais, une éthique commune, celle que, on peut dire, être celle du rhizome, voilà, celle de l'archipel. Et c'est maintenant que j'aimerais en venir au fait que, justement, cet archipel, c'est bien de le dire, c'est bien de le sentir et de le promouvoir sur le plan culturel, sur le plan linguistique, mais il faut surtout le traduire sur le plan pédagogique. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'on ne peut pas généraliser ce genre de pédagogie, c'est pas possible. Voilà. Il n'y a pas une solution qui serait calandrette multipliée par toutes les classes de France, ou les classes qui voudraient le faire, etc. C'est pas possible. Ça doit se réinventer à chaque fois. Presque on pourrait dire que ça se réinvente tous les matins, ça les enseignants, mes amis le savent, bien mieux que moi, mais surtout ça ne peut pas se généraliser parce que sinon ce qu'on perdrait, c'est la notion de singularité. C'est quoi la singularité? C'est le fait d'accueillir quelque chose, ou quelqu'un, une présence, qui a priori paye pas de mine, qui a priori ça compte pour rien, quoi. C'est pas intéressant, ou alors on croit tout savoir. Et puis mine de rien, alors donc on le met dans une case particulière. Voilà. Loi générale, voilà, tel gosse qui dit ça, soit ça sert à rien, soit ce qui dit il faut que ça serve pour les apprentissages. Eh bien non, on va se dire ce gosse il a peut-être quelque chose à dire que nous, on n'a pas nos habitudes de pensée, là, moi instit, ou moi prof, voilà, prof à la fac, à laquelle je ne pense pas. Et si j'interrompais l'habitude, et si je disais, ben, écoute, qu'est-ce que tu veux dire, petit? Eh, vas-y. Alors, on fait un texte libre, hein, parle au conseil, ou tout ça, ou parle au quoi de neuf. Mais justement, on ne lui dit pas. On met en place des lieux. Et plus il y a de lieux dans la classe, plus il y a de lieux dans l'école, plus il y a de lieux dans notre archipel, plus il y a de lieux à l'université, hein, et bien, plus il y a de possibilités pour les gens de s'emparer de ces lieux pour pouvoir parler. Là où personne ne leur a demandé de parler, et d'autant plus là où personne n'attend qu'ils parlent, ou eux-mêmes pensent qu'ils n'ont pas à parler. Rendre ça possible et tenir bon, parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de dire tiens, allez hop, on fait du vide, et maintenant on attend que ça vienne. Ça met du temps à venir. Et le vide, ça angoisse. Donc souvent, il faut tenir bon sur le fait de ne pas répondre à la place des enfants quand il y a un problème, de leur dire t'en parleras au conseil, de dire mais toi s'il me fait ceci, t'en parleras au conseil, voilà. Il en faut de la patience quand on pense qu'on veut apporter le bien-être pédagogique aux enfants, de dire on va faire un magnifique journal mais que les textes libres ne viennent pas. Ça met du temps à venir un texte libre. Tout le monde, il y en a qui mettent 2 ans à écrire un texte. Bon, il faut attendre. C'est pas facile d'attendre, ça angoisse. Eh bien, je dirais que là, quand on a les moyens, pas seulement le courage personnel, mais quand on a surtout les moyens concrets de pouvoir attendre et de pouvoir permettre à chaque subjectivité d'attendre, adulte comme enfant, eh bien là, ce qu'on respecte, c'est non plus les cases particulières dans lesquelles nos habitudes de pensée vont mettre les gens, et nous en premier, et bien ce qu'on accueille, c'est la singularité. Voilà. La singularité, c'est-à-dire ce dont cette présence-là, qu'a priori on trouvait banale, ce dont cette présence-là est porteuse. Voilà. Et qu'elle seule va pouvoir arriver à dire, arriver à transmettre, arriver à inscrire dans la vie. Alors c'est vrai que c'est facile et il ne faudrait pas limiter ça au texte libre, mais le texte libre qui est l'invention majeure de Freinet, ben voilà une trace d'une singularité qui peut venir. Donc quoi de neuf aussi. Mais ça peut aller au-delà. Donc, pour ça, quelle est la première condition? Eh bien, le fait que, justement, il n'y ait pas de généralité. Autrement dit, il n'y a que dans des niches humaines, écologiques, voilà, respectées, où il y a un peu de richesse écologique, qu'on peut accueillir la subjectivité. Voilà, la subjectivité, c'est un type de présence de vie qui nécessite de ne pas être écrasé
par la doxa, par une vision mercantile, par une vision généraliste, par une vision impérialiste. Mettez tous les mots que vous voulez. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire comme ça? Il faut en permanence se dire que on va créer quelque chose, en s'inspirant de ce qu'ont fait les copains ou les copines. Voilà. Les exilés savent bien qu'on ne transplante pas un village, on est obligé d'en créer un autre. À la jonction de ces deux pédagogies que sont la pédagogie du multilinguisme immersif et la pédagogie institutionnelle ou coopérative, on va dire, il y a l'occitan. Alors cet occitan-là, c'est quoi? Le problème, c'est que bien souvent, et surtout quand on a l'impression que tout va le faire crever, c'est d'en faire un fétiche. C'est pas la peine de ricaner quand on est anti-occitaniste, parce que bon, on fait pareil avec le français, avec n'importe quoi. On fait pareil avec les mathématiques si on est prof de maths, on fait pareil avec la brosse à dents si on donne des brosses à dents, c'est pareil. Bon, ça s'appelle une tentation, ça s'appelle une tendance, ça s'appelle tout simplement voilà, le fait de prendre pour acquis des choses qui ne vont pas de soi. Tout à l'inverse, moi ce que je vois chez les copains et les copines, c'est de faire en sorte que l'occitan, bien sûr qu'ils aiment ça, sinon ils ne seraient pas en calendrette. Bien sûr que pour eux, l'important c'est de le défendre, c'est de défendre la culture, c'est de défendre ce machin qui est tellement esquinté par tout le reste autour. Mais c'est de faire en sorte que ça reste un ça va pas de soi dans l'air de la classe. Que les enfants puissent se dire mais pourquoi on parle occitan? Voilà. C'est pas un fétiche qu'on n'a pas le droit de toucher. Voilà. On peut dire mais attends, ça a quel sens de parler occitan? De la même façon que, c'est quoi le texte libre? Ça a quel sens d'apprendre à écrire ou parler dans une langue? Faire des problèmes mathématiques, inventer des problèmes, des situations de problèmes, quel sens ça a de faire des maths? C'est ça. Bon. Eh bien, cette position-là de dire on peut parler de tout, pour peu qu'on ait des lois pour parler, et que ça ne soit pas de la blagote sans fin. Mais de dire quel est à peu près le sens de ce qu'on fait, puis ensuite on le fait. Ou alors, on en discute après. Eh bien ça, c'est très exactement ça qu'on appelle institutionnaliser quelque chose. Institutionnaliser une situation, c'est de dire on va essayer de trouver des règles pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir répondre à des questions, des enjeux, des conflits, des problèmes, conflits aussi cognitifs, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire qu'une institution, c'est à entendre comme le terme courant, à savoir l'institution, par exemple, de l'éducation nationale. L'éducation nationale, au sens de la pédagogie institutionnelle, est tout sauf une institution. C'est ce que François Tosquelles appelait un établissement. Il en faut, hein. Il faut des établissements. Un hôpital psychiatrique ou quelconque, une école, a priori, c'est un établissement. C'est réglé par des règles macro-sociales, étatiques ou privées. Une entreprise est un établissement. C'est à partir du moment où on essaye d'en faire quelque chose dans lequel on arrive à se tenir droit, ensemble, et chacune, qu'on commence à essayer de cabosser, qu'on peut appeler ça une institutionnalisation. Voilà. Et on institutionnalise notre milieu de vie, notre façon de faire, de vivre, de coexister, de travailler. Qu'est-ce qui permet de repérer et de partager véritablement le pouvoir, les responsabilités, et de permettre à chacune et chacun une liberté véritable, c'est-à-dire la présence d'une subjectivité, qu'on ne va pas essayer de faire correspondre à tel critère ou tel autre. Voilà. Eh bien, ça, c'est ça, l'effort de la pédagogie institutionnelle ou de la psychothérapie institutionnelle ou de quoi que ce soit qui fait la même chose sans avoir les mêmes mots. Voilà. Dire ça ne va pas de soi. Autrement dit, l'occitan c'est tout sauf une injonction. C'est une langue qui est posée là pour qu'on la parle, pour qu'on en parle, et qu'on ne lui en laisse pas passer. C'est pas facile, surtout entre adultes. Mais si on accepte de payer ce prix-là, qui s'appelle quand même le prix de la castration symbolique, eh bien, cette langue, elle peut nous servir à grandir, à être plus puissant au sens philosophique du terme, c'est-à-dire à avoir plus de joie au sens toujours philosophique du terme. Alors ça fait du sens de s'en servir. Voilà. Elle n'est plus figée. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de se gaver de mots et de parler de pédagogie émancipatrice.
ça sera une aliénation imaginaire comme une autre. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'occitan se faisait finalement la langue d'accueil du monde. Je dirais que ce qui est important, c'est qu'après, on va l'introjecter cette langue. Même moi, le premier, là je parle de moi, je l'ai introjecté, votre occitan. Je ne le parle pas, ou alors je le parle tout seul quand je suis sûr que personne ne m'écoute. Bon, même comme un petit gosse qui est tout vergogneux. Bon, sauf qu'elle me porte. Je l'introjecte, c'est un idéal du moi qui me porte. Bon, moi j'ai des idéaux, effectivement, des personnes à qui je m'identifie. Parce que je me dis, ces personnes-là, elles sont plus grandes que moi face à ce qui, moi, me ferait peur. Voilà. Eh bien, je ne dis pas que l'occitan est merveilleux. Je dis que l'occitan a pu aussi m'aider à grandir, et m'aide encore à grandir, et j'espère encore longtemps. Mais le reste aussi. Hein, je suis un amoureux, s'il y en a un, de la langue française. Voilà. Alors, à partir de là, je dirais que l'occitan, le but, c'est bien sûr de faire en sorte que des enfants, des adolescents partent dans l'existence avec une expérience du bilinguisme, avec tous les apports que ça peut avoir sur le plan des apprentissages, sur le plan cognitif, culturel, intellectuel, tout ce qu'on veut, socialisant, absolument. Mais si c'est que ça, je dirais c'est déjà bien. Mais enfin, bon, ça ne va pas plus loin qu'un atout. Je dirais que c'est plus que ça, c'est transformer une vision du monde, une façon d'être dans le monde, qui peut être porteuse de ce genre d'expérience dans ces classes. L'occitan, ça a sa spécificité, ça a sa culture. C'est pas pour rien que, notre vie ne commencera jamais de la même façon si c'est plutôt avec l'occitan du Puy-en-Velay, mais avec la classe qui a vu à cette époque-là, qui m'a fait passer l'occitan et qui a fait que où ça a marché, ou d'ailleurs où ça n'a pas marché. Ça peut faire au traumatisme. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que des gens qui sont heureux en calendrette. Hein. Il y en a qui s'en vont en courant. Bon, mais c'est pas la même chose que si je suis entré dans le monde à travers le béarnais de ta classe. Bon, c'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'une histoire de langue et c'est pas qu'une histoire d'objet d'apprentissage. C'est une histoire de culture. Voilà. L'occitan est porteur d'une culture, hein, la culture occitane, etc. Mais si, n'oubliez pas que je parle de l'occitan comme une institution de la classe, de l'école. Eh bien, si dans une classe, dans l'histoire d'un groupe, l'occitan est une institution qui sert à parler le monde, voilà, et qui se fait cabosser par le monde, eh bien, dans ces conditions, l'occitan, c'est la langue d'une culture du groupe. Voilà. Je dirais que c'est un des signes auxquels on voit qu'une classe existe ou n'existe pas. Est-ce qu'il y a une culture dans la classe ? Pas la culture des instructions officielles qui disent il faut apprendre Corneille, Voltaire ou Yves Rouquette. C'est pas ça la culture. Est-ce que dans un groupe, comme dans n'importe quelle tribu amazonienne, un ethnologue pourrait venir et repérer des phénomènes d'existence culturelle qui montrent qu'il y a de la vie de groupe, qu'il y a des appartenances dans des lieux communs, dans des types de comportements, de réactions, est-ce qu'il y a des phénomènes d'ancêtres, de totems, de tabous? Est-ce qu'il y a une croyance profonde, une confiance dans les institutions politiques que nous mettons en place dans la classe? Bon. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que les murs parlent? Est-ce qu'il y a des productions qui sont de l'ordre de la subjectivité et en même temps qui montrent la richesse sémiotique à travers des albums, à travers des dessins, à travers de la danse, à travers du n'importe quoi. Non, pas du n'importe quoi, à travers du peu importe quoi. Bon, là, on voit qu'il y a une culture. Comme le disent les copains, ici naît une culture. Ils disent ça, pas n'importe, ça n'est pas en soi, il suffit. Je l'ai dit, c'est pas une recette, cette pédagogie. Mais si ça marche, alors il y a des phénomènes de culture qui se mettent. Le milieu s'étoffe. Voilà.
C'est pas uniquement une suite de recettes ou un côté très fermé avec des lois, des règles, et puis ça marche pas. Ou alors au contraire, c'est l'inverse, une pédagogie libertaire, antidirective, etc. Ça, c'est des caricatures de gens qui n'ont jamais fait la classe. Non, dans une classe, c'est souvent le bordel et le conflit. Moyennant quoi, il faut trouver des solutions pour que ça le soit moins, mais que ça aille vers de la vie. Voilà, hein, c'est Ferdinand qui disait notre idéal diffère du gardien de musée ou du gardien de prison. Voilà. Le but, c'est pas que ça soit calme. Le but, c'est que si ça bouge, comme dans les machines complexes d'Edgar Morin, c'est que ça bouge pour créer de la vie. Voilà. Mais la différence par rapport à ce qu'on pourrait dire une sorte de vision culturaliste de ça, c'est que ce qu'on vise, c'est pas l'aliénation des enfants à la superclasse. C'est pas que les enfants soient, par exemple, des bons coopérateurs si notre idéal, c'est la pédagogie coopérative. Voilà. Notre but, c'est pas que les enfants freinés soient des bons enfants freinés, qui fassent des bons textes libres, qui fassent des bonnes créations enfantines. De la même façon, et je sais que ça fait pas consensus quand je dis ça, mais le but de Calandrette, c'est pas de créer des bons élèves Calandrette qui vont porter le drapeau Calandrette. Parce que si c'est ça, c'est de l'aliénation. Quand on est adulte, on s'aliène à une cause. C'est très bien. Mais vous n'êtes pas là pour aliéner les enfants à une cause. Sinon, vous les aliénez. Il ne faut pas parler de pédagogie émancipatrice. De pédagogie peut-être efficace, mais émancipatrice, pas forcément. Ou alors émancipatrice, si. Parce que ça émancipe une certaine partie de ce qu'on considère être l'humain. En revanche, ce qui est important, c'est que l'occitan, la culture de la classe, dont la langue occitane, soit quelque chose qui porte la subjectivité, qu'on soit un enfant, un adolescent, un adulte, vers quelque chose qui nous fait être moins rabougris à la fin de la journée qu'au début. Autrement dit, la fonction de ce que nous donc on appelle la praxis pédagogique, c'est un terme qu'on emprunte à Francis Imbert. Le but de la praxis pédagogique, c'est pas d'être une culture comme un village qui va se reproduire ad vitam aeternam. Non, c'est un lieu dans lequel, justement, il doit exister cette qualité-là, mais l'éthique, c'est de dire après, t'en fais ce que tu en veux. Voilà. Et donc, si tu veux te barrer, il faut que tu te barres dans ton existence. Autrement dit, une classe, on y entre, faire naître une classe, rien n'est plus difficile, rien n'est plus angoissant, si ce n'est le fait de faire mourir une classe chaque fois qu'un enfant doit en partir. Voilà. Et donc, c'est là que, si vous voulez, se joue la différence entre l'idéal, on va dire idéologique ou moral. Je suis pour les pédagogies émancipatrices, pour les pédagogies coopératives, pour les pédagogies qui défendent les langues en minorité, etc., pour les peuples autochtones, pour ceci, pour cela. Ça, c'est tout à fait légitime, mais sur le plan idéologique. Mais il faut appeler un chat un chat. Par contre, ce qui est de l'ordre de l'éthique, à savoir le sujet est libre et souverain de faire ce qu'il a à faire, là, on est dans le régime, justement, de l'importance des lois, de l'institutionnalisation du milieu. Les lois protègent. La loi du Conseil dit que je suis libre, si j'ai pas envie de faire la poterie comme tout le monde doit le faire parce que l'art enfantin a dit ça chez Freinet, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie de faire son texte libre, on ne va pas l'emmerder à faire un texte libre. Sinon, par définition, ce n'est pas un texte libre. Et les gens qui disent si tu dois faire un texte libre sont des gens grâce à qui on n'a pas besoin d'ennemis en pédagogie freinée. Voilà, ces gens-là flinguent la pédagogie freinée. Et c'est tant pis pour eux, c'est tant pis pour elles, on s'en fout. Parce que la pédagogie institutionnelle, la pédagogie freinée, on s'en fout. Ce qui est important, c'est les classes. Et les quelques classes où ça existe. Voilà. Je dirais que c'est pas plus loin qu'on va. Je voudrais de tout ça donner un exemple qui m'a beaucoup touché, ému, et qui est resté. C'est lorsque l'école de Pau, et en particulier la classe d'Isabelle, vous nous avez accueillis, donc il y a maintenant quoi, 2 ans, 4 ans maintenant. Et vous avez accueilli des copines grecques, voilà, du mouvement de pédagogie freinée grec. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les copines grecques, il y en avait 2 qui parlaient français, il y en avait une qui parlait catalan, c'est le hasard, et une qui parlait rien du tout.
partageable, on va dire. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, qui c'est qui a pris en charge la question de la traduction? C'est le conseil d'abord. C'est d'abord le matin, qu'est-ce qu'on fait? Comment on accueille? Comment est-ce qu'on assure à ces étrangères qui arrivent, hein, les Xénaï, ben, l'assurance que leurs demandes, leurs questionnements seront pris en compte? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que vous n'êtes pas là que pour nous regarder comme des poissons rouges ou comme des souris de laboratoire. Vous allez vous mouiller aussi. Et puis on va parler. Donc voilà, les lois de la classe, le milieu a accueilli les subjectivités. Les subjectivités qui arrivaient, mais aussi les subjectivités qui sont là, qui demandent. Donc, en d'autres termes, comme disait Fernand, c'est le peuple libre des praticiens, des enfants, il disait, le peuple libre des enfants, mais aussi, moi je rajoute des praticiens parce qu'il y avait Isabelle, et puis il y avait les copines grecques, puis il y avait même moi aussi. Moi j'étais plutôt ceinture blanche en pédagogie, qui avons pris en charge le fait de foutre le bordel un peu dans la classe, et la classe a montré qu'elle était une structure et pas un carcan, parce que justement ce bordel elle l'a accueilli, elle en a fait quelque chose d'absolument magnifique. Bon. Et une trace de ce que le magnifique, c'est pas uniquement arriver à faire des magnifiques exposés, ou alors bon, ça donnait quelques correspondances, etc. C'est déjà mieux qu'un bel exposé, enfin exposé au sens négatif du terme, parce que bon... mais surtout, le dernier jour, il y a eu un conseil de fin de semaine, et un conseil dans lequel on a analysé tout ce qui s'était fait, tout le monde a pris la parole, c'était un conseil très, très dense. Et il y a un enfant qui jusqu'à présent était plutôt un enquiquineur, en tout cas il était vécu comme ça. Hein. Bon, il était ceinture jaune en comportement, alors qu'il avait 9 ans. Il était au conseil, il finissait toujours 3 fois tissous, gêneur, et donc il sortit du conseil. Ce jour-là, il n'a rien dit à personne, sauf à la copine grecque, dont il maîtrisait, parce qu'elle parlait français. Il était à côté d'elle, il lui a dit « je te traduis ». Il a traduit tout ce qui se disait en occitan, en français, et la collègue a traduit en grec aux autres. Bon. Il faut savoir qu'en plus évidemment d'être ceinture jaune en comportement, c'était surtout quelqu'un qui était rétif totalement à l'occitan. Il ne le parlait pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait des difficultés à entrer dans la culture de la classe. Bon, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il a dit à des gens qui étaient dehors, donc qui étaient plus à l'extérieur que lui de la classe, venez entrer. Bon. Ce faisant, quand on fait entrer quelqu'un à l'intérieur, alors qu'on est vécu ou qu'on se vit, les deux en même temps, c'est l'imaginaire tout ça, comme étant en dehors, eh bien on entre dans la classe. Bon. Ce faisant, ce jour-là, c'était pas une sorte de prise de conscience, de conscientisation, de patati patata, c'est de facto, ce gosse, son désir, son fantasme, c'est opérotropisé, comme disent les copains en psychiatrie, il s'est ancré dans le tissu, dans le maillage de la classe. Un tissage pas trop serré, parce que sinon il n'aurait jamais pu entrer, il aurait glissé dessus. Pas trop noué, parce que sinon il aurait eu peur, ça l'aurait angoissé, et il serait reparti. Non, non, un maillage. Il a trouvé qu'il y avait une maille qui avait un peu de mou, pouf, il l'a prise. Eh bien, il a peut-être dû attendre tout ça pour trouver la maille qui l'a fait rentrer ensuite dans certains nouages, d'où le fait qu'il a peut-être pu renouer et arrêter le démaillage complet de son rapport au désir de grandir, etc. Et il a pu entrer aussi dans le tissage proprement dit de la classe, des lois, de sa culture. Voilà. Donc, moi je garde cet exemple-là comme une sorte de mini-monographie express de ce que ça peut être l'accueil de l'étranger. Et donc, le fait que l'archipel, c'est pas une vision qui doit nous amener à l'ailleurs loin. Voilà. L'ailleurs, il est là. Et après tout, je dirais qu'on pourrait transcrire sur le plan de la langue et du langage, c'est pas la même chose. L'adage de Jean Houry en psychiatrie, l'éthique, c'est essayer d'être au plus proche du lointain de l'autre. Voilà. En tout cas, je voudrais encore une fois remercier infiniment mes copines des Païsel, de Apprenne, et aussi avant tout mes copines de Pau. Voilà. Merci. Merci Herr pour y rejoindre. Que podem passar a un petit temps de questions, puisque
tingut lo temps. Oscar. Vull dir que uma cosa la faig et après per passar el micro. Merci, les gens font complètement reçu a ce que parlerem també aquest matí amb Benezet. Donc aquí és l'història d'aquesta llengua, cultura e fas el lligam amb la pedagogia. Sì, boh, si cattami locali, boh, se hanno spazio a cagare perché a me le scadenze all'altro momento di parlare, qui ho rilevato in Mutz che sono titre mai d'une cop, è cabosser, cette notion de cabosser l'occitan ou ça dit pas alors un peine dit plat mais il m'arrive que développer c'est pas aussi. Qu'est-ce que tu entends par cabosser dans le sens abîmé, dans le sens et puis qui c'est qui cabosse quoi? Ben, cabosser, cabosser c'est d'abord c'est ce qui cabosse, c'est quelque chose qui questionne la force de vérité et la force de confiance qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est comme le petit qui va questionner le parent à force de le provoquer. Tu sais, quand je fais des crises, mais pour que tu me poses, pour que je vois, je peux vraiment faire confiance en ta parole, là, tu vas me poser quelque chose ou mon angoisse va croître sans que tu fasses rien, sans que tu sois un parent qui est permissif, machin. Est-ce que tu vas me poser quelque chose? Bon, de la même façon, quand on marche, quand on ne sait pas si on va marcher dans des sables mouvants, on essaye. Ça tient ou ça tient pas? Bon, dans l'existence, quand on est dans le chemin de Machado, un camino que se hace al andar, bon, on fait gaffe à sur quoi on va marcher, parce que bon, peut-être qu'on va mettre le pied dans un gouffre. Bon, eh bien, en faisant ça, on cabosse. On dit, bon, ça tient ce truc ou c'est juste joli et ça tient pas? Bon, de la même façon, c'est bien joli là, ton discours démocratique, machin, il faut la liberté de l'enfant, tout ça, mais ça donne quoi au quotidien? Je peux vraiment y faire confiance à la loi du Conseil? Elle va vraiment me protéger dans la cour de récréation? Non. Et donc, c'est toujours la dimension du sujet qui questionne ce qu'on va essayer de cabosser. Ensuite, je dirais que cabosser, ça a une dimension aussi c'est lié à la pertinence. Bon, Nietzsche parlait de la philosophie à coups de marteau, c'est pour voir si c'est vraiment solide. C'est un peu quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, est-ce qu'un concept il tient? Est-ce qu'une notion elle tient? Bon, la notion de motivation, il y en a pour qui ça tient, mais enfin, c'est du chewing-gum. Bon, c'est sûr que ça ne va jamais se casser parce que c'est mou. Bon, comparé à ce que vous mettez en place, c'est quand même, c'est du management, quoi. Bon, de la même façon, quand on va cabosser l'occitan, c'est de dire oui, mais ton occitan là, il est justement. Est-ce que je questionne soit le fait que bon, c'est du flan, quand dans une école on se rend compte que les adultes ils parlent pas occitan, qu'est-ce que tu veux que les gosses ils aillent parler occitan? Bon, c'est un problème ça. Par contre, cabosser, c'est aussi voir dans quelle mesure justement je peux avoir une forme malléable. C'est un concept psychique très important, ça, la forme malléable. Si le monde n'est pas malléable par ma propre projection, par mon propre investissement, ça veut dire que le monde il est dur comme du granit. Et c'est plus du monde. C'est quelque chose d'invivable, d'invivable, mais d'inhabitable. Voilà. Or, qu'est-ce que c'est que le sujet? Alors, je renvoie aussi toujours aux copains de psychiatrie. Ils disent le sujet, c'est pas le sujet par rapport à un objet, c'est pas le sujet qui apprend quelque chose, c'est pas le sujet qui dit quelque chose. Non, le vrai sujet, c'est celui qui habite le monde. Voilà. Et il faut régresser jusqu'à ce moment-là pour comprendre que le vrai sujet de l'enfant, c'est pas l'apprenant, pour dire le mot infect de la novlangue qui fait pseudo-scientifique. L'apprenant. Voilà, tout ça c'est parce que bon, on peut mettre les adultes et les enfants dedans. Voilà. Mais bon, un apprenant c'est un élève, et un élève c'est un enfant, c'est un être humain. Bon, voilà. Sinon, un apprenant c'est du charcutage, c'est du saucissonnage. Ça va bien quand on est charcutier. Ça va bien quand on est, ça va bien quand on a à gérer des masses entières de gens.
Au niveau du ministère, c'est normal qu'on soit dans une logique générale. Par contre, c'est quand on pense que ça suffit, cette logique-là, pour faire naître une classe, que ça déconne. Voilà. Et comme généralement, on n'a jamais vu un instituteur rester instituteur devenir ministre, bon, il ne faut pas s'étonner que ça puisse déconner. Voilà. Ou chef de cabinet, ou inspecteur, ce qu'on veut. Bon. La logique du général finit par, certes, s'imposer à un niveau général, mais surtout pour donner l'impression que, bon, et bien face à ça, une langue c'est pareil. Une langue c'est général. Boum. Et ben justement, non. Une langue, si je veux l'habiter, moi en tant que sujet, il faut qu'elle se montre malléable. Le petit, qu'est-ce qu'il interroge? Il n'interroge pas le grévis, il interroge la mère de maman, la langue de maman, ou la langue de papa, ou la langue de quiconque tient lieu de papa ou qui est là. C'est ça qu'on interroge. Donc le cabossage, c'est aussi une façon de modeler, de remodeler. C'est une façon d'interroger ce que Winnicott appelle la dimension transitionnelle. Aussi, voilà. C'est le fait de rendre le monde habitable, c'est-à-dire accepter que le monde va un peu m'envahir, position dépressive qui peut être très angoissante, mais aussi que je vais pouvoir aussi donc entrer dans le monde, avec tout ce que ça a. Alors, le cabossage peut avoir une dimension, donc une dimension agressive, plutôt sadique, mais aussi le fait de, ben, au bout d'un moment, quand j'aurai assez vu si je peux faire confiance justement à la loi de la classe, si je fais confiance à la loi de la classe, là, qui me protège suffisamment, alors je vais pouvoir baisser la garde, arrêter de vouloir jouer au héros de l'indépendance, au caïd ou au gosse qui ne veut pas rentrer, etc., parce que j'ai les jetons. Et je vais pouvoir me laisser pénétrer par la loi du milieu, la loi qui peut avoir une tonalité de la culture du groupe. Donc aussi éventuellement d'une langue. Voilà. Donc cabosser, pour moi, c'est ça. Voilà, mais c'est pas, je vous dis ça, le cabossage, c'est moi qui l'emploie, hein, c'est pas un concept de Saint-Pie. Bon, je vais rester un peu... Que voy demorar no cabossage, comme disent, mais quand parles que vivem des situations de classe, també, que vedem des carros qui s'affichent, et quan també que parlam dos mainats no cabossatge, me dilieu també dos adultes e dos regents per mo. Que veritat que hi ha pedagogia qui de cops que nos trucs, que nos remet en question, que nos porte loin, si acceptam de veure que de cops nos està bé, que hem cabossat està bé. Voilà, car just a alimentar que lo està regents ou professor a Calandret que també tot aquest costat analise de les nostres pràctiques i mercès a tu de cops que se retrobam a analitzar encore més lluny i quan entenem els dos mots que nos esclaire a cops. C'est vrai que quand on cabosse, justement, c'est là que, je disais, le sujet, c'est pas ce qui s'oppose à un objet. Quand on cabosse, on se cabosse toujours soi-même, parce que c'est le monde tel qu'on se le représente qu'on cabosse. Donc c'est notre propre vécu du monde qu'on cabosse. Évidemment, il y a une interpénétration, c'est à partir du moment où on accepte d'être interpénétré entre ce qui a priori c'est moi et a priori c'est le monde, et le regard de l'autre fait partie du monde bien évidemment, constitue ça. On est là-dedans. Quand tu parles d'éclairer, tu me fais rigoler quand même. Mais bon, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que quand on se pose, il suffit que l'autre nous renvoie quelque chose. Justement, c'est plus que de l'analyse de pratique, c'est quand même quelque chose qui se rapproche un peu de la fonction de supervision, presque avec les copains psy. Dans le groupe, ce qui passe, c'est des éclairages différents, mais surtout c'est le côté incalculable de l'éclairage. C'est-à-dire que toi, tu vas faire écho par rapport à quelque chose que, par définition, je ne peux pas imaginer. Donc, tu vas me forcer à me décaler, et surtout dans les moments où je n'ai plus la force narcissique pour me décaler, parce que je me sens plongé dans ma propre déréliction. Voilà. La dimension d'éclairage, c'est plutôt la dimension de coup de pied au cul ou d'eau fraîche, tu sais, qui peut venir.
Et c'est ça qui est fondamental, et ça, c'est ça qui ne peut naître que si on est dans un groupe où à la fois on sait que l'autre ne va pas nous laisser passer une, mais en même temps ne va surtout pas nous juger. D'où l'importance d'aseptiser notre relation de travail et faire tomber toutes les dimensions de hiérarchie possibles, en sachant que l'éducation nationale est le lieu par excellence où les hiérarchies, on a beau dire, c'est de la flûte, de dire qu'on est tous égaux, mon œil. Quand tu es conseiller pédagogique, tu es inspecteur d'académie, tout ça, bon. Alors je ne dis pas que c'est indialectisable, ça peut se faire, mais il en faut du temps. Et justement, ça c'est du cabossage. On peut lui faire confiance à lui. C'est qui lui? Oh là, attends, je ne vais pas parler si c'est pareil comme quand les infirmières, les copines en psychiatrie disent bon, attends, les soi-disant réunions d'équipe, quand c'est la blouse blanche qui finit par parler de toute façon, c'est pas de la parole. Donc c'est important. Il ne faut pas devenir parano, mais il faut savoir que ça existe et il faut savoir le travailler. Bon, moi je ressors effectivement, je ressors cabossé et grandi à chaque fois qu'on se voit, même quand c'est à distance. Direu aqui o parole de Reyens, mais qui sont també parents dans la salle. Et que c'est replat també d'haver que menternosa us estudiaise e que è important aqui o de pausar las causas en evidència que dizeria e que donc quan Hazum viene a que continue en occitan quan Hazum viene per rejoindre et quan t'as parlat sus l'empunt et voilà car també essaia d'esclaire puisque nous acabem a carescadence qui tomen si diz que hi ha aquest esclairatge qui nous hica muts sus ce qui se passe dans la classe que parlaves de las cares que n'avem tots amics aquí tot au long mais dieu en tant que parents ce qui avem hami que també de vos permettre de hicamuts també sur ce qui recebet vos en tant que parents et quine image podet hica sus voilà, c'est pas s'il y a qui vouleraient pausar ou si pas Jules ou à la bête pausar question ça y a des jurada d'email voilà on n'est pas eu discuter de son interregens aqui que é aqui e Mercedes está aqui e Vescani já vi que a place dos parentes e dos parentes e associativos que ne vivem pas a mesmas causas que os reais pas medicamentos e donc il y a causas que se passam em classe nous avons nem pas que a terine paraît entre as classes calendrier que vive a massa entre os associativos e os reais e tout le monde que vive em Calandreta, mais tout qui a carré que os parents ne vivem pas plus. Et donc, quand il y a des causes importantes, profundas, philosophie qui n'est pas toute complexe, mais qui essaie de seguir. Et donc, nous autres, les parents, qu'est-ce que c'est de vivre la mazzata di Calandreta, mais ne podem pas seguir las causas como los reyens merci de Dieu. Non, vas-y. Moi je trouve que ce que vous dites c'est important parce que c'est en fait ce sur quoi vous mettez le point sur l'ambivalence. Et c'est l'ambivalence, c'est là encore une fois, c'est pas une situation qu'il faut chercher à résoudre. L'ambiguïté, c'est quand on vit sur plusieurs plans et qu'on ne sait pas quand on passe d'un plan à l'autre et qu'on mélange un peu tout. L'ambivalence, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs plans et qu'on sait qu'à certains moments on a une casquette et qu'à d'autres moments on a une autre casquette. Bon, je pense que la place des parents est une place éminemment complexe. D'abord vis-à-vis de n'importe quel enfant, parce que bon évidemment quand notre enfant va dans le monde, eh bien voilà, c'est ô combien naturel et légitime d'être inquiet, mais de se projeter, etc. Bon, et en même temps, on sait bien qu'il faut justement laisser à l'enfant la possibilité de partir
pour qu'il puisse y avoir justement ensuite du lien entre son monde et le nôtre dans lequel lui il aura toujours sa place. Bon. Donc ça c'est déjà très dur. Et en plus il se trouve que quand même c'est dur au carré, je dirais, par rapport à la situation de Calandrette, parce que sans les parents, Calandrette n'existe pas. C'est la dimension associative est fondamentale, et la dimension de militance qui rassemble autant les parents que les enseignants, ou que toutes les autres, je dis les enseignants, mais bon, les personnes qui travaillent dans les écoles, dans les administrations, enfin, les agentes ou les agents, etc. Bon, voilà, il y a quand même quelque chose là qui joue. C'est vraiment, je pense que c'est important, parce que c'est même votre, je dirais, c'est votre mythe originel. Hein, voilà, sans les parents, il n'y a pas de Calandrette, et en même temps, c'est le problème de toujours en être à des moments où comment est-ce qu'on peut parfois séparer suffisamment les espaces pour qu'ils puissent être reliés les uns les autres sans se mélanger. C'est la question, est-ce que des fois ça régresse dans l'ambiguïté, ou est-ce qu'on en reste à l'ambivalence? Alors là, je parle sur le plan pédagogique. Je ne parle pas, c'est-à-dire que sur le plan pédagogique, ce qui est important, c'est la subjectivité de l'enfant et le fait qu'il puisse vivre dans la classe comme autre chose où, nom de Dieu, il y a papa et maman qui sont là tout le temps, le soir ils téléphonent, etc. Et ils parlent de la classe, et puis il faut que la classe soit un lieu où on foute la paix aux gosses. Et en même temps, il faut que l'école, en tant que lieu qui n'existerait pas sans les parents, soit un lieu précisément où la famille, le fait familial, les relations, etc., soit non seulement acceptées parce qu'elles sont là, mais en plus soit travaillées, que ça, d'où l'importance de toute la dimension associative, et qui est encore un échelon de complexité. Mais je dirais que les parents ont une place fondatrice, de la même façon que, mais là les parents, je dirais, je leur rapprocherai pour le coup de ce que j'appelais tout à l'heure le rapport de force macro-social. Bon, Calandrette, c'est une situation associative, c'est-à-dire que ça obéit à des lois sociales, au sens habituel du terme, dans lesquelles, ben oui, il faut faire avec la réalité concrète. Et la réalité concrète, je voudrais mettre un petit bémol à ce que j'ai dit, je ne voudrais pas qu'on croie que la société, le macro-social, c'est mal, et la situation restreinte des classes, c'est bien. C'est pas ça du tout. Donc, surtout à Pau, vous avez quand même une relation que toutes les Calandrettes n'ont pas, mais une relation quand même d'étayage qui rend ça plus respirable qu'ailleurs. Hein. Voilà. Mais, voilà. Et là, mais ça, c'est une dimension presque politique des Calandrettes. La Confédération des Calandrettes, c'est un acteur du champ social, du champ socio-linguistique qui est majeur. Mais ça, pour le coup, ça sort de mon domaine. Je dirais, de mon domaine, non pas que je ne m'y intéresse pas, mais je n'ai pas les billes pour... En tout cas, les parents, quand ils voient que leurs enfants sont bien, qu'ils sont heureux, ils font confiance aux enseignants, et c'est pour ça que Calandrette évolue, parce qu'on voit que les enfants ils sont heureux et que tout avance bien. Même si les parents sont aussi une place importante dans la vie de l'école. Non li facciamo, è importante che di realtà ti arrancò. Et pas d'ailleurs, vous savez pas d'autres parents, parce que c'est étrange ce truc quand même, non? Ce qu'il dit là, non? Par rapport, je veux dire, à l'école en France, en fait, ce qu'on a, alors c'est vrai qu'on a 40 ans d'histoire, la Calandrette, donc, même si que les parents de Arro, già, il y a che sono venuti avanti, ma qui ha mostrato che effettivamente lo spiccius sortissio e che grandits, et que c'est pas ça au plus là plat, mais est-ce quand même ça y passe peut-être c'est faux angoissant ce que disent espèces pareilles quand même à quel costat un peu ça y passe bon il y a eu quatre et bien que c'est à cause des fidance quelqu'un a une grande fidance per que me semble que le rapport en France fins à, direi même fins à Calandrette, on est simple, mais dans le Pichou, il y a des programmes, il y a des valorations, le Besicumaco, mais c'est pas quand même, il y a qui connaît pas comme une machine, il y a qui connaît mais compliqué quand même, dit ce que prépare, ce que analyse, ce qui est mais que podrio, io sai pas, è toujours restat pas destunat, perché ne bis pas ça des parents quand même, mais
a de che gioca, e so che dice pensi che fosse importante a che la fade finalmente le più all'aire heureux ou des grandis, parce que heureux à des moments sont pas heureux, il y a des frustrations, il y a des, vous savez pas, imagine que quand on pas la ceinture qui bouillon, quand on pas la colo qui bouillon, j'imagine qu'à la maison c'est pas tout le temps quand même, mais voilà, c'est quand même très différent ce qu'on propose, je pense. Donc je trouve ça très complexe et particulièrement s'associer pour faire école dans cette confiance qu'on fait à cette école-là, alors ça peut être plus compliqué avec des écoles nouvelles qui se montent qu'avec une école qui est un peu rassurée, mais c'est pas évident parce qu'on peut vite quand même prendre des morceaux de ce que tu as dit et pas que ça retourne contre nous, mais un peu quand même. Oui, mais se retourner, là on est déjà dans le rapport de force, alors que justement, et c'est la différence entre ce qui est une fragilité et ce qui est une faiblesse. Dans un rapport de force, où on a des faiblesses, où on a des forces. Quand on est plutôt dans l'analyse de ne pas s'en laisser passer une, comme Myriam évoquait tout à l'heure, on est plutôt où sont les fragilités. Et les fragilités sont à être chaque fois questionnées. Et cette fragilité signifie une souffrance ou signifie peut-être au contraire une puissance qui peut être travaillée. Voilà. Non, je pense que il n'y a pas ce que je disais pourrait se retourner contre n'importe quelle situation scolaire. Qui en permanence doit se défiger, de la même façon que vous essayez de défiger la langue, vous devez aussi défiger la situation scolaire. Et c'est le but de la pédagogie telle que vous la pratiquez. Quand Fernand Moury dit changer de métier ou changer le métier, c'est ça qu'il dit. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport à cette question de confiance, il y a peut-être une distinction à avoir, c'est-à-dire que la méfiance, ça c'est dangereux effectivement, et puis la méfiance, souvent, comment est-ce qu'on peut arriver à la dépasser, etc. Bon, parfois c'est tout simplement une lutte idéologique. Bon, il faut appeler un chat un chat. Et puis, par contre, la confiance, je dirais que le problème c'est que parfois, la confiance en quelqu'un fait que si ce quelqu'un nous déçoit, ou si cette équipe nous déçoit, la confiance se ruine. Par contre, en fait, c'est jamais envers des gens qu'on fait confiance, c'est envers des lois, envers quelque chose de solide. Est-ce que je peux avoir confiance dans le cadre de la loi ? J'ai pas confiance dans un tel ou un tel de mes copains, parce que je sais que dans 3 jours, il ne sera plus mon copain à la récré, il le redeviendra dans 6 jours, etc. Et c'est pareil quand on est vieux, quoi, c'est pareil, ça ne change pas. Par contre, c'est les règles, c'est les lois de la classe. Est-ce que j'ai confiance dans les lois de la classe ? Je dirais que, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les lois qu'on essaie de mettre en place quand on fait naître telle école ? Bon, bien sûr qu'on se casse la pipe, mais est-ce que malgré tout on fait confiance dans ce qui nous porte ? C'est là que la confiance, elle se lie toujours aussi à la croyance. Puis il y a aussi un autre mot, c'est Michel Balat qui disait ça. Moi, faire confiance en quelqu'un, je ne sais pas. Par contre, me fier à quelqu'un, me fier au ton. Ça, déjà, je trouve que c'est plus... voilà. C'est peut-être... Voilà. Dans un premier temps, c'est aussi important. Jean-François. Justement, moi, juste, je voulais dire ce que vous avez dit, moi, justement. Ça peut inquiéter Patrice. Moi, des fois, ça me rassure quand même. Dans un parent qui trouve que... qui dit des choses très, très simplement, et moi j'aime bien qu'on dise des choses simplement, donc des fois je trouve que c'est super pour un enseignant de se dire, vous avez dit 2 choses qui sont deux vraiment compliments extrêmement flatteurs pour les enseignants de l'école où vous avez les enfants. Si vous, votre impression, votre ressenti, c'est que les enfants sont heureux et que vous le laissez aller en confiance à l'école, c'est pas mal, je valide moi. Et comme ça vaut un rapport d'inspection en fait, de se dire ces gens ils nous laissent. Il y a quelque chose de l'ordre du simple et du naturel qui à moi m'intéresse, parce que dans ce que tu as dit et dans ce qui a été déjà partagé, on essaie d'installer une situation dans la classe, même si c'est un milieu artificiel, qui tend à ça quand même, une certaine forme de simplicité, d'honnêteté, d'éthique, tu as employé plusieurs fois le mot. À un moment, c'est aussi ça, quoi. Je ne peux pas toujours analyser ce qu'est la confiance. Pour autant, si j'ai confiance, c'est que quelque part, j'ai dû sentir ou percevoir quelque chose
qui me fait dire que je peux laisser mon enfant dans cette vanne, ils ont l'air un peu moins dangereux que les autres. Quoi. Donc non mais je crois que des fois aussi c'est bien quand c'est comme ça. C'est comme quand tu... Et ça m'intéresse. Oui, il y a des fragilités dans Calandrette, il y en a plein. Mais la fragilité, justement, ça t'invite à y faire attention. Les relations parents-enseignants, oui, c'est fragile, oui, c'est compliqué. Mais ça existe. Quand il n'y a pas de fragilité, il n'y a pas de débat. C'est les uns contre les autres, tu l'as dit. Le rapport de force, oh. Enfin, pour ma part, ça n'a strictement aucun intérêt. Puis justement, le rapport de force, et on le voit dans plein de domaines en France, vous avez qu'à regarder à la télé, il n'est pas particulièrement favorable à installer la confiance, justement. Il installe la méfiance, il installe la haine entre les gens, et après il y a les pour et il y a les contre. La fragilité, tu le sais. Tu sais qu'il va falloir que toi tu fasses attention aux parents en tant qu'enseignant, et il va certainement falloir que les parents, justement, ils fassent attention à toi aussi en tant qu'enseignant, qui respectent aussi ces zones-là, en sachant que non, je ne sais pas tout de la classe, mais nous on ne sait pas tout de la maison non plus. Et quelque part c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. On a besoin de ces espaces-là, comme les enfants ne diront pas tout de la classe, ils ne diront pas tout de la maison non plus, aux uns et aux autres. Mais je crois que, moi ce que vous avez dit, j'ai trouvé que en fait, c'était très chouette de dire ça, et je me reporte aussi en tant que parent, quand ton enfant il est heureux, il y a des fois, il faut arrêter de lui demander pourquoi. Quoi. S'il va à l'école en courant, c'est qu'a priori ça va pas être autrement. Quoi. Et voilà, je le vois un peu comme ça aussi. D'après une expérience ancienne, mais pensi que sembla de la relation entre los reients et los parents comme du bilinguisme, qu'il y a 10 ans, de toute façon qu'il y a eu une situation de déséquilibre. Je n'ai pas me souviens d'avoir eu une relation dans les pays qui avaient eu classe unique, des petites sections à CM2, toutes nettes, jamais. Il y a tous ces abus. Pas souvent causes pas graves, mais en fait tous quelques problèmes, et pensi qu'il y a plein d'attentes, de toute façon que ça retrouve sur un terrain où il y a une espèce de confrontation, quatre bouilles ou passe, et dans quelle confrontation il y a un mot qui n'implique pas trop, qui est la sécurisation, pensi que prend proportion quand le monde est insécurisé, que si les parents ou les reients. Un cop que suis inspectat au collège, que travaillais bien en primaire, puis j'avais un moment que m'a retrouvé quelques années dans un collège, que suis inspectat, et l'inspecteur que sentit pas que n'était pas brigo content de ce qu'il a dit, bon, comprenez pas trop, et à la sortie qui m'a dit, mais ce que bédouille en primaire, ne travaillait pas brigato. Puis du coup, qu'il réfléchit, qu'il se dit qu'il est verdad. En fait, la situation de me retrouver au collège, qui est insécurisable, ne savait pas trop si un habit était à la hauteur, disait, qu'avait l'impression de devoir être meilleur, tout ces pasquines, et finalement, qu'avait complètement, sans m'en apercevoir, per besoin de sécurisation, cambia complètement de façon de travailler, et qu'elle n'est pas en fac, mais quasi. Et pensi que dans aquest déséquilibre permanent, ce qui peut aider à avancer comme si marchava. Quand tout est en déséquilibre, mais qu'il attend qu'il marche, sinon ne vous direz pas ce que. Non, mais c'est le truc, non, c'est pas une question, vous n'êtes pas en position de devoir poser une question, voilà, c'est ça qu'a bossé aussi les statuts, pourquoi il y aurait des... Bon, mais en plus, là, quand vous évoquez cette chose-là, justement, mais c'est, je dirais, ça me fait écho, quand je t'écoute, après avoir écouté Jean Frances, cette dimension-là, et alors, voilà, comme tu dis, alors bien sûr, mais enfin, mais il faut finir par être con quand même, et on l'est tous si on ne fait pas gaffe, de croire que, voilà, alors l'idéal, il faut que tout le bilinguisme, c'est, mais non, c'est rien du tout, c'est on essaie, on se démerde, on y va à pas ou peu, on s'escampe, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Sauf que s'escamper tout seul, c'est angoissant parce qu'on a peur de mourir, ça s'appelle tout simplement la peur de grandir. Quand on est à 10,
ou à 18, on y arrive avec, parce qu'on peut partager ce truc-là, le corps du groupe il encaisse. Et quand je dis qu'on est tout seul, je ne pense pas seulement au petit enfant, je pense aussi à l'adulte, qui dit mais si je fais la classe, il faut que si je suis le seul à la faire à la classe, ça ne va pas marcher. Et le pire, c'est que de toute façon, il est bel et bien le seul au départ à vouloir la faire. C'est ça qui est important. Et donc, pourquoi je pensais à l'enfantesse? Parce que finalement, moi, la plus belle chose que j'ai apprise, et je crois qu'il y a un bonheur d'existence, parce que ça m'a lâché des tonnes d'imaginaire ou de culpabilité, ou ça les a retravaillés, c'est que justement, les fragilités linguistiques, c'est merveilleux. Et il n'y a pas mieux que le champ du linguistique pour montrer que justement, on a des fragilités tout le temps, et que ces fragilités, il faut en faire son aïkido habituel, et ne pas avoir peur d'aller n'importe où. Mes plus grands bonheurs d'existence, de jouissance au contact du monde, à découvrir, etc., c'est quand je suis avec Patrice à Barcelone, à Athènes, quand on est à la Bergerie, enfin, quand on est à Pau, quand on est... Mais parce que, ou quand je vous vois, il n'y a pas peur, qu'est-ce que tu veux que... Et alors, on s'escampe, on y va. Mais les Italiens, on n'a pas besoin de leur dire ça. Un Napolitain, on n'a pas besoin de lui dire. Bon, Pasolini, il n'avait pas besoin de switcher d'une langue à l'autre. Bon, il le faisait, c'était comme ça. Bon, moi, ça, c'est cette fragilité, je dirais que vous en êtes, pour moi, vous en êtes la rencontre existentielle. Vous vous emmerdez pas, vous racontez. En plus, vous ne faites pas de monde, vous y arrivez, c'est comme ça. Ce que j'apprécie, je ne dis pas chez tout le monde, hein. Moi je connais que les copains et les copines. Au-delà, après, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous filez de leçons à personne. Je sais que tout le monde pourrait faire des leçons avec n'importe quoi. Hein. Mais en tout cas, bon, les païsels, vous ne jouez pas au formateur. La moitié du temps que vous passez à vous voir, à faire 300 km pour vous voir, à partir à 5 h du matin pour pouvoir... La moitié du temps, c'est « et moi dans ma classe ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas dans ma classe? Vous imaginez les formateurs qui passent la moitié de leur temps à leur dire « mais c'est quoi qui déconne chez moi ?» Si ça, c'est pas travailler en amont la possibilité d'avoir un regard éthique quand on va aller voir un collègue qui commence, je ne sais pas ce que c'est. Le seul, je dirais, le correcteur, comme aurait dit Renate, c'est de dire que, par contre, la linguistique ne fait pas tout. La dimension linguistique, le fait de se jeter dans le monde, ça ne fait pas tout. Parce que se jeter dans le monde, c'est parfois aussi une façon de se fuir. Et donc, je cite René Lafitte, qui vous disait une phrase qui est devenue fameuse parmi vous. Vous n'êtes pas bilingue, vous êtes trilingue. Vous tenez compte de l'occitan, du français, mais aussi de la langue du sujet. Parce que si vous ne tenez pas compte de la langue du sujet, vous n'apprenez pas à l'enfant à parler occitan, vous lui apprenez à se taire en occitan. Voilà. Bon. Et ce bémol-là, il est évident que ça, sans la pédagogie institutionnelle, ça il ne serait pas. Voilà. C'est la pédagogie institutionnelle, ça peut devenir à son tour un fétiche, donc la pire des choses, mais j'ai l'impression que dans votre chemin, c'est ce petit machin qui est venu mettre du négatif. Voilà. Tenir compte de l'inconscient. Voilà, ça fait rigoler ou ça fait peur de parler de Freud, mais il faut tenir bon là-dessus. Sans pour autant se gamberger et prétendre avoir tout lu Freud. Voilà. Merci Jean. Et merci à l'équipe qui est dans la salle também. Qui a une équipe. La dimension de Carmara,